lancé la table ronde numéro 2 de ces rencontres de Bourges sur le thème comment numériser et mettre en ligne les collections. Alors cette table ronde s'inscrit dans la continuité et est en complémentarité de l'atelier proposé en ligne le 3 juin dernier, au cours duquel ont été présentées les plateformes d'une part Lectura Plus, le portail du patrimoine écrit et graphique de la région Rhône-Alpes, et l'Armarium, la bibliothèque numérique du patrimoine écrit, graphique et littéraire des Hauts-de-France. Alors, les interventions de cet après-midi vont permettre de diversifier les échelles, puisqu'on aura des interventions plus au niveau local, ville, et puis intercommunalité, au niveau national, et de diversifier les points de vue avec à la fois des personnes qui s'exprimeront en tant que conservateurs du patrimoine, en tant que conseillers numériques, en tant que responsables de la mission de coopération régionale de la Bibliothèque nationale de France ou co-responsables du portail Joconde. Elles vont donc mettre en perspective des projets portés par différents acteurs et institutions et qui, de ce fait, sont soumis à des enjeux temporels, financiers, culturels, humains et sociaux multiples. Alors, outre des retours d'expérience qui vont permettre à tout un chacun d'avoir des réponses sur les questions que suscite inévitablement tout projet de numérisation, de collection, des questions qui répondent, qui peuvent se formuler en des questions simples. Alors, quoi ? Quelle sélection ? Quel corpus ? Pourquoi ? Avec quels objectifs ? Quel public ? Comment ? Avec quels moyens techniques ou aides financières ? Aussi, quelle recherche peut-on faire à partir du moment où on a des bases de données ? Quel regard interdisciplinaire peut-on avoir ? Enfin, voilà, un certain nombre de questions auxquelles les interventions vont donner des éléments de réponse. Et puis, il va s'agir également donc de vous donner des outils et des leviers et de susciter non seulement des échanges à l'instant présent, mais aussi, pourquoi pas, donc, permettre à de nouvelles coopérations de se dessiner pour l'avenir, et notamment avec la Bibliothèque nationale de France, entre autres. Alors, le premier intervenant, donc on a le plaisir d'accueillir en ligne donc Rémi Cordonnier, qui est docteur en histoire de l'art, responsable du fonds ancien de la bibliothèque d'agglomération du pays de Saint-Omer depuis novembre 2011. Il est aussi chercheur associé à 2 instituts, l'Institut de recherche historique du Septentrion et l'Institut des études médiévales de Lisbonne. Et puis c'est un membre très actif de l'association professionnelle Bibliopathe. Donc, et en termes disons aussi de valorisation du fonds, il a déjà publié, il est spécialiste aussi de l'iconographie et s'est beaucoup intéressé au bestiaire médiéval. Je fais un petit clin d'œil aux 2 éléphants qui nous encadrent. Voilà. Et donc, il va nous parler de la manière dont la bibliothèque numérique du pays de Saint-Omer a vu le jour en une dizaine d'années, puisque c'est depuis 2011, en phase successive. Donc je lui laisse la parole avec juste un petit conseil pratique pour les auditeurs. Puisqu'il est en ligne, il faut dans la salle qu'il y ait un silence quasiment religieux, monacal. Ça tombe bien puisque la bibliothèque conserve en partie des fonds d'origine d'abbaye. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, je refais un test. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça ou vous préférez? Je crois que ça va mieux sans le... Moi, je vous entends mieux avec le casque, mais vous m'entendez moins bien avec le casque. Là, quand je vais parler, je ne vais pas mettre le casque pour que vous m'entendiez correctement. Et je remettrai le casque quand il y aura des questions. On a un problème de connexion. L'ordinateur ne se connecte pas au son des... Donc on essaye avec le micro, mais est-ce que ça vous convient? Ça fonctionne, vous m'entendez à peu près.
va y aller, on va être sage. Par contre, il faut que vous avez projeté mon... Non, c'est vous qui avez la main. Ah, c'est moi qui ai la main, pardon. Alors, attendez. Hier, on a décidé que c'est vous qui aviez la main. Je vous ai laissé l'écran partagé. Voilà. C'est bon? Voilà, c'est bon. Donc, un grand merci aux organisateurs, surtout vu les conditions particulières de mon intervention et de l'organisation de ces journées. Donc, et merci d'avoir accepté que je participe malgré mon assistance en perpétuant des pratiques qui sont mises en place depuis quelques temps maintenant. Donc, je vais effectivement vous parler, comme il m'a été demandé, de la mise en place progressive de la bibliothèque numérique de l'agglomération de Saint-Omer, qui a changé de nom 2 ou 3 fois entre temps. Donc, voilà, ça c'est la dernière appellation. Alors, juste une présentation des très courtes pour les écrans à tout le monde de l'institution. Donc, c'est une bibliothèque qui possède un très riche fonds patrimonial, mais qui a aussi pour mission première, bien sûr, la mission publique. Elle est connue pour son fonds patrimonial, bien qu'elle n'étende pas le PLC. Lorsque le classement à l'activité de fondation a été publié, le maire à l'époque avait refusé. Nous ne sommes pas PLC, mais nous pourrions l'être. Donc ces collections patrimoniales s'organisent en 2 grands ensembles. Le fonds ancien, dont j'ai la charge, qui est une collection de livres anciens assez classique, avec un fonds d'État provenant des biens du clergé mis à disposition de l'État après la Révolution, et puis des confiscations, des lois de confiscation de 1905, puis des envoyés. Qui s'est enrichi ensuite tout au long du fonctionnement de la bibliothèque, qui a été créée en tant qu'institution en 1799. Donc il y a eu le temps d'enrichir les collections. À ce jour, le catalogage scientifique est toujours en cours, donc je n'ai pas les chiffres définitifs et précis pour chacune des grandes périodes, mais on estime la collection actuellement à environ 35 000 volumes. Les plus anciens remontent à l'époque carolingienne et les plus récents des années 50-60, 20e siècle. Et un fonds d'archives aussi important qui contient 2 dépôts des archives départementales qui sont n'ont en fait jamais quitté la ville, puisque lors de l'organisation des archives nationales du XIXe siècle, les érudits locaux, les antiquaires de la Morigny ont été vent debout contre le retrait et le transport aux archives départementales de 2 grands fonds qui est un peu leur source de travail principale, donc les archives du chapitre, du gros des notaires de Saint-Omer, qui finalement les a sauvés, puisque ça leur a été brûlé en 1915 avec les archives de Pas-de-Calais. On a également donc, les archives communales anciennes de Saint-Omer, qui remontent au XIe siècle, un gros fonds d'iconographie qui s'enrichit constamment en ce moment, notamment par des achats réguliers de photographies et de cartes postales, de la presse ancienne, des fonds privés et un fonds d'histoire locale qui se constitue progressivement, là plutôt avec la documentation récente. Voilà pour les collections. Donc c'est bien sûr la présence de ces collections patrimoniales importantes qui a notamment amené une réflexion il y a déjà maintenant une dizaine d'années autour de la numérisation d'une partie de ce patrimoine, avec bien sûr de l'ouvrir intégralement un jour, pour surfer sur la vague qui démarrait encore à l'époque de la numérisation patrimoniale et des bibliothèques numériques qui se mettaient en place un peu partout en France et en Europe. Alors, nous, à l'arrivée vers 2011, en fait, ça correspond aussi à un changement de direction au sein de la bibliothèque, qui a une mise à plat un peu des pratiques qui avaient lieu auparavant pour se moderniser un petit peu, avec bien sûr une orientation très nettement pédagogique des différentes animations proposées par la bibliothèque, et bien sûr autour du patrimoine, l'un des meilleurs moyens de mettre en valeur le patrimoine actuellement ancien pour un large public, une vaste diffusion, c'est bien sûr la numérisation. Ça a motivé le discours de la directrice d'alors auprès de nos élus pour motiver la mise en place de ce nouvel équipement. Alors, une fois que les choses ont été validées, une première campagne a été menée de numérisation d'une partie de nos fonds, donc dans le courant 2011-2012, qui pour le coup avait été entièrement financée par c'était encore la communauté d'agglomération Saint-Omer, et non pas du pays de Saint-Omer. Alors
je ne sais, j'étais pas vraiment encore en place. Moi, je suis arrivé à la fin de l'année 2011, donc je ne sais plus exactement pourquoi, mais il me semble que c'était une question d'indépendance dans le choix des pièces à mettre en ligne à l'époque. Mais j'en suis très sûr à 100%. Hein. Je pense que c'est aussi peut-être une question de mise en place de dossiers et une question administrative. Toujours est-il que le portage financier a été entièrement assumé par la communauté d'agglomération et a permis donc dans cette première campagne de numériser 24 manuscrits médiévaux, 4 primés anciens, dont notre star absolue, notre livre de Wittenberg, 93 registres de délibération municipale et 98 volumes reliés de presse ancienne. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, ce n'était pas encore arrivé, il n'y avait personne pour le fonds ancien. L'équipe était principalement centrée sur les archives, ce qui explique qu'il y ait une grosse dominance archivistique dans cette première campagne de numérisation. Alors, au niveau de personnel sollicité, on a beaucoup été mis, au travail pour la préparation de cette numérisation, notamment dans la collation des documents, etc., qui n'avait pas forcément été fait. Ça a permis aussi de mettre un peu nos connaissances au point là-dessus. Et donc, on a pu mettre en ligne les premiers documents début 2012. Alors, bien sûr, il a fallu... alors, attendez que c'est ça. Il a fallu, une fois les documents numérisés, trouver une interface qui permette de les rendre accessibles au grand public. Et donc, ça s'est organisé en plusieurs phases, et notamment le montage d'un cahier des charges qui, pour nous, était l'un des éléments importants, outre l'ergonomie de l'interface proposée. On avait besoin d'un suivi, d'un bon suivi du fonctionnement de l'outil, puisque à l'époque, la DSI de la CAPSO était encore relativement restreinte, donc on ne pouvait pas avoir un personnel informatique local à demeure, ou en tout cas régulièrement investi sur ce dossier. Et nous-mêmes, en interne, on n'avait pas les formations techniques pour pouvoir gérer, au-delà du renseignement des données, des métadonnées. Donc ça a été un élément important du choix. Donc vous avez quelques éléments de données, voilà, sur les éléments qui ont été mis en avant pour le choix du prestataire, et notre choix s'est arrêté donc sur Arkenum. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette entreprise qui justement donc offrait une certaine malléabilité dans la mise en place de l'interface elle-même. Il y avait bien sûr des schémas prédéfinis, mais on pouvait les adapter quand même à nos besoins et à nos chartes graphiques, donc ça c'était un bon élément. Et puis surtout, donc, on a un excellent suivi. Alors bien sûr, ça coûte sous, hein, mais objectivement, on travaille avec eux, donc maintenant ça fait 10 ans, on n'a jamais été déçus jusqu'à maintenant. Alors on a été impacté par malheureusement l'incendie d'OVH, qui nous a fait faire une petite frayeur, de voir partir 8 ans de travail de mise en ligne. Et finalement, ils se sont bien démenés. On a aussi eu un coup de main d'Armarium qui avait moissonné notre bibliothèque ainsi que la BNF. Mais en fait, il y avait eu d'autres systèmes de sauvegarde qui nous ont permis de... On a perdu quand même un mois ou deux dans notre flux de mise en ligne, mais on a pu récupérer la quasi-totalité du travail. Moi, personnellement, j'ai dû réécrire qu'une dizaine de notices sur les 300 qui sont en ligne. Faire de minima, et ils se sont vraiment bien investis là-dedans, notamment aussi pour se faire pardonner, qui n'était pas forcément entièrement la leur. Ils travaillent maintenant à développer un outil de statistique que ce n'est pas avant, qu'on aura gratuitement. Plutôt cool de ce point de vue-là. Donc, outre la mise en place du site, c'est eux qui se sont chargés aussi des premières campagnes de numérisation, en acceptant là aussi nos exigences, à savoir que toute la numérisation s'est faite ici. On n'a rien envoyé revenu sur place avec une numérisation. Et tout s'est fait à la bibliothèque pour éviter de trop faire voyager les livres. Alors, au niveau de YouLib, donc c'est-à-dire du logiciel qui nous sert à renseigner
désigner l'interface web. Là aussi, même problématique, un bon suivi et bonne maintenance de l'outil. Surtout, donc, on y fait normalement une bonne sécurité au niveau de la sauvegarde des fichiers sur les serveurs. Il est avéré que c'était pas si sécurisé que ça. Mais malgré tout, encore une fois, on a réussi à tout récupérer, donc le pire a été évité. Et on avait surtout une exigence d'interopérabilité, puisqu'on avait déjà été, en préparant le dossier, on avait déjà envisagé les différents moissonnages possibles par d'autres institutions. Donc la BNF, bien sûr, en premier lieu, mais également, ça s'est présenté assez rapidement après, l'Armarium. Je ne vais pas parler de ça plus longtemps, puisque le collègue va le faire à présent. Alors, la seule problématique liée à ça, c'est que la maintenance est toujours suivie par l'entreprise. On doit renégocier tous les ans le contrat, mais bon, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Alors, comment on a réfléchi à l'enrichissement de la BNI? Donc, comme je vous l'ai dit, la première campagne a eu lieu en 2011-2012. Très rapidement, on a voulu enrichir cette collection. Cette fois, la deuxième campagne s'est faite pour moitié avec l'argent de la communauté, pour moitié avec l'argent de l'État, via la DRAC, sur le même modèle que la précédente, mais en travaillant de manière un peu plus cohérente au niveau du choix des corpus qu'on allait mettre dessus. Donc en l'occurrence, on a choisi des manuscrits provenant d'un même atelier pour pouvoir développer des mises en valeur autour de la notion de style, etc. Et on a complété les premières campagnes aussi par donc un deuxième titre de presse et un deuxième fonds d'archives cohérent aussi, donc les registres de délibération, les arrêtés municipaux, et une pièce majeure de nos collections, le rouleau de la Hague, vous avez ici reproduit, un document administratif, mais particulièrement spectaculaire à voir, un rouleau de presque 4 mètres de long, qui a servi de pièce, de preuve dans la résolution d'un problème lié au ramassage d'un cadavre qui flotte dans l'art. Voilà, pour le détail. Mais qui est très connu et qui valait la peine d'être mis en une troisième campagne a été réalisée entre 2014 et 2017. Cette fois, principalement portée par l'Institut de recherche et d'histoire des textes, l'IRHT, le CNRS, dans le cadre de l'appel à projet Biblissima. En fait, donc Dominique Stutzmann, qui est directeur de recherche à l'IRHT, nous avait contacté déjà depuis 2011 pour venir travailler régulièrement sur nos fonds de manuscrits et avait monté un projet, toujours continue de mener un projet de recherche autour du scriptorium, de la bibliothèque de Saint-Bertin, de l'abbaye de Saint-Bertin, qui constitue une grosse part de notre fonds médiéval et de notre fonds moderne. Et l'idée était de numériser la totalité des manuscrits de Saint-Bertin pour faire une reconstitution virtuelle de la bibliothèque de l'abbaye, en mettant en ligne tous les manuscrits conservés. Et donc ça a été, alors bien sûr on a contribué, on a aidé à rédiger le dossier en apportant les éléments qu'on pouvait apporter nous-mêmes sur les collections. Pour le coup, il était pas mal mis à contribution pour enrichir le dossier, le suivi et puis la justification des différents postes budgétaires liés à cette numérisation, puisqu'on a numérisé, là encore en interne, avec un matériel de l'IRHT, mais avec l'embauche d'un agent pour la numérisation, qui par ailleurs d'ailleurs a été recruté 2 ans après à la CAPSO à la DSI. Ça n'a pas été entièrement, uniquement un one-shot. Et donc ça nous a permis de numériser plus de 600 manuscrits. Et donc en fait notre fonds de manuscrits médiévaux est entièrement couvert maintenant grâce à cette deuxième campagne qui s'est complétée par une autre de l'IRHT mais pris de manière plus parcellaire et qui s'inscrivait elle dans le cadre de la couverture des manuscrits médiévaux, couverture numérique des manuscrits médiévaux que de mettre en place depuis déjà plusieurs années l'Institut de recherche et d'histoire des textes. Alors, par ailleurs, on a également ajouté on peut ajouter à ces différentes campagnes de numérisation d'autres partenariats plus ponctuels et plus restreints en général, liés souvent à l'histoire tout simplement de l'avancée du catalogage et des connaissances des collections. Donc il y a eu
Vous avez peut-être entendu parler de l'identification du Shakespeare en 2014, qu'on a pu numériser dès 2016 grâce, là encore, à la complicité de l'IRHT qui a bien accepté de numériser, comme je l'indique, entre deux manuscrits. Un partenariat avec l'Université de Lille aussi, qui a permis la numérisation d'un de nos volumes du commentaire de la Cerda sur Virgile, dans le cadre d'un projet de recherche monté par un laboratoire de l'UFR des lettres classiques de l'université. Et du point de vue des archives, bon, je parle au nom de mon collègue Mathieu Bécu qui gère ça, mais il y a eu deux grandes campagnes, notamment récemment, de numérisation, trois grandes campagnes, pardon, une campagne de numérisation de postales anciennes, une autre de photos, notamment un fonds important qu'on a reçu en legs de photos de la Deuxième Guerre mondiale à Saint-Omer, et un fonds de cartes anciennes aussi, là en partenariat avec le Pays d'Art et d'Histoire. Comme vous voyez, ça permet à chaque fois de constituer des corpus iconographiques numériques qui viendront, soit qui viennent directement enrichir, les cartes postales ont été versées, mais ou alors qui ont pour vocation de venir enrichir la BNU progressivement, sachant que bien sûr la numérisation appelle toujours par derrière un traitement en métadonnées qui prend parfois un peu de temps, et parfois il prend toujours beaucoup de temps, et pour le coup on est que quatre, donc voilà, on répartit ça dans le cadre de nos autres missions. Et on continue, alors il y a aussi bien sûr la numérisation au fil de l'eau, que l'on peut faire nous en interne, sachant que pour l'instant on a pu faire ces documents-là, ces numérisations ponctuelles, que sur un matériel plutôt restreint, enfin, qui fonctionne bien mais qui n'est pas vraiment fait pour ça, avoir des scanners pas de bonne qualité, mais qui ne permettent pas de respecter complètement l'intégrité des volumes. Donc on ne le fait que lorsque c'est possible, si le volume a une ouverture suffisamment souple, ou pour les documents en feuilles, gravures, etc. On en a quand même quelques-unes, et donc qui nous permettent d'enrichir ponctuellement la bibliothèque numérique, sachant qu'on a en projet, là, en cours de négociation avec notre tutelle, d'acquérir un banc de numérisation un petit peu plus performant, qui nous permettra de continuer l'enrichissement de la BNU après en parallèle des grandes campagnes de numérisation qu'on lancera ponctuellement en fonction des appels d'offres ou des possibilités. Qui sont utiles parce que notamment pour le fonds ancien en particulier, l'identification des volumes intéressants à numériser se fait vraiment au fur et à mesure des catalogages scientifiques que j'ai entrepris depuis que je suis arrivé. J'en suis à peu près à la moitié, mais il y a encore des choses à identifier, et il est plus intelligent à mon sens de cibler bien sûr ce que l'on va numériser plutôt que de faire de gros lots, notamment dans les imprimés. Je me rends compte qu'en fait déjà la moitié a été mise en ligne dans d'autres institutions. Donc le fait d'avoir une certaine liberté de pouvoir faire au cas par cas nous facilitera grandement les choses et nous permettra à chacun de faire des économies. Et bien voilà, j'ai fait à peu près le tour du propos. Je vous remercie. Je m'excuse encore de ne pas être présent en personne, mais je reste à l'écoute bien sûr pour ces questions et continuer la discussion avec vous. Merci de votre attention. Bien, merci beaucoup. Donc là, nous avons un exemple au niveau d'une bibliothèque, donc d'une agglomération. On va maintenant passer au niveau national avec Arnaud Dermy. Alors, j'ai le grand plaisir de l'accueillir. Pour la petite histoire, nous nous sommes rencontrés autour d'un écrivain qui a vécu en Normandie, Jean de la Varande, dont Arnaud Dermy est spécialiste, et il anime en fait les recherches au sein de l'association Présence de la Varande, avec une publication annuelle. Mais il est là aujourd'hui en tant que représentant de la Bibliothèque nationale de France. Et depuis 2017, il est chef de la mission de coopération régionale de la Bibliothèque nationale de France, responsable des partenariats de la BNF sur le territoire national, ce qui représente plus de 150 institutions. Ce qui est aussi, la présence de la BNF est tout à fait aussi importante et
et symbolique dans le sens où est en cours d'élaboration une convention de partenariat entre la Fédération nationale et la Bibliothèque nationale de France. Aux dernières nouvelles, Arnaud me disait que c'était en bonne voie de finalisation. Je pense que David pourrait aussi voilà, confirmer cela. Alors, les propos d'Arnaud, richement illustrés, vont nous permettre de voir en fait des actions déjà réalisées en matière de valorisation du patrimoine littéraire dans Gallica, par exemple les dossiers d'écrivains, des actions de coopération de la BNF en faveur des patrimoines littéraires, et qui sont alors là susceptibles d'entrer en résonance avec vos propres ressources et aspirations. Et puis Arnaud parlera aussi d'une expérimentation en cours, à savoir l'initiative Une année, un auteur, un écrivain du Sud à l'honneur, déclinée pour Albert Camus. Et donc aussi Arnaud Dermy, qui m'a fait part de son plaisir à être parmi nous aujourd'hui, et souhaite aussi vraiment que son intervention puisse susciter des idées, des projets, et notamment, pourquoi pas, alors là c'est une réflexion voilà, qu'on aura à mener au sein de la commission territoire, animée par Yves Pézilla, mais pourquoi pas aussi réfléchir à un rôle que les réseaux pourraient jouer en termes aussi de relais. Voilà, donc tout ça, c'est à la fois donc du passé, du présent et du futur. Je laisse la parole à Arnaud. Merci Bénédicte. Bonjour à vous. Je reboucle en quelque sorte sur une intervention que j'avais eu le plaisir de faire parmi vous en 2013. C'était à Noirlac, où je présentais notre dispositif de numérisation avec cession de droit des bulletins des sociétés d'amis d'auteurs. Et c'est vrai qu'en quelques années, dans Gallica, nous avons pu négocier avec tel ou tel d'entre vous la numérisation, puis la mise en ligne sur Gallica de diverses séries de périodiques. En voilà un rapide panel. Ça a été vraiment une aventure assez intéressante et très stimulante, puisque à chaque fois, nous avions aussi l'occasion d'approcher un matériau scientifique qui pouvait être mis en écho avec ce que nous avions sur le patrimoine écrit, par ailleurs, que ce soit au niveau des revues de l'avant-guerre, ou même des manuscrits littéraires que nous pouvions conserver à la BNF et que nous avons mis en ligne par ailleurs. Alors aujourd'hui, bien sûr, Gallica, c'est plus de 9 millions de pages, de documents, pardon. Et donc il y avait aussi le défi d'une structuration de ces collections et d'un accès facilité au public, en sachant que nous en étions restés à un formulaire classique en bibliothèque qui est une recherche par auteur et par titre. Et donc par conséquent, c'était assez complexe, d'autant qu'on avait aussi pas mal d'accès par tas des matières ou pas mal d'accès en mode texte. C'était assez complexe de pouvoir orienter le public en fonction d'une documentation qui était mise en ligne depuis de nombreuses années. Il y a encore un public ou des communautés qui réagissent par rapport à l'actualité de mise en ligne. On a encore des événements autour de cette actualité, mais c'est vrai que dès que ça commence un petit peu à s'enfoncer dans les stocks de Gallica, ça perd un peu de vue. Et c'est pour ça qu'à partir de 2017-2018, nous avons mis en place, via un outil de gestion de contenu qui est le CMS Drupal, un éditorial de Gallica qui nous permet à la fois de créer des recherches toutes faites et qui permettent donc à un public d'arriver directement sur une information, mais également de créer des pages éditoriales qui permettaient d'orchestrer ces différentes requêtes fédérées, ces différents URL, de manière à ce que sur un dossier particulier, sur une thématique particulière, on pouvait ensuite accéder à un corpus. Alors bien entendu, nous n'étions pas les seuls décisionnaires sur la manière dont ces corpus pouvaient être constitués, pouvaient être composés, et c'est en partie pour ça aussi que je viens aujourd'hui échanger avec vous, puisque cette éditorialisation de Gallica, nous la faisons ensemble. En tout cas, nous la faisons au sein de notre réseau de partenaires, qui est un réseau extrêmement divers, puisque ça va des collectivités territoriales jusqu'aux bibliothèques universitaires, et évidemment en particulier aux sociétés savantes en général, sociétés d'amis d'auteurs en particulier. Là, j'ai fait une capture d'écran sur ce qu'on appelle, dans notre jargon interne, les pages sélection. Les pages sélection, en fait, c'est un écran d'accueil de Gallica, où simplement j'ai, avec la souris, fait... j'ai déplié les menus déroulants qui se trouvent juste en dessous, voyez, du home d'entrée.
Donc j'ai ici toutes les sélections, parties de documents, par thématique et par aire géographique. Puis ensuite le blog. Là j'ai déplié la section par thématique, et dans cette section thématique, j'ai une page littérature, puis ensuite, en fonction des thématiques, donc différents sous-thèmes, différents sous-dossiers. En bas, c'est une autre capture d'écran où j'ai voulu faire figurer quelques dossiers, notamment le fameux dossier Flaubert qu'on avait construit avec Yvan Leclerc en 2018. Donc là, il s'agit d'une commande. Yvan Leclerc a passé commande à la BNF dans le cadre de la préparation des commémorations du bicentenaire de Flaubert, en vue de reconstituer virtuellement le matériau littéraire de Flaubert avant les éditions de ses romans. Donc il a eu une structure, je vous invite à le consulter parce que bien sûr je ne fais pas une démonstration de cette page, mais vous pouvez y revenir quand vous le souhaitez, avec une généalogie très précise qui correspond vraiment au niveau de sa recherche sur les différents manuscrits de Flaubert. Et puis nous avons d'autres sous-dossiers, comme les essentiels de la littérature, sur lesquels on a souhaité mettre en valeur pour des publics pressés et éventuellement scolaires, ou inversement scolaires et éventuellement pressés, les œuvres importantes et les éditions importantes, auteur par auteur. Bien sûr, ce sont là aussi des éléments qu'on peut remettre à plat en fonction d'observations que vous pourriez faire sur le choix de telle ou telle édition plutôt que d'une autre. J'avais également mis en valeur la littérature jeunesse, qui est l'un de nos fleurons, puisque nous hébergeons depuis quelques années la Joie par les livres, et que nous avons une activité assez importante en termes de littérature jeunesse, et puis bien sûr la presse littéraire, etc. etc. Alors, les dossiers d'écrivains, pour nous, c'est moins une question de mise en contexte et donc de rédactionnel, de mise en ligne d'un rédactionnel, que de mettre vraiment en accès des ressources. Donc on va directement conduire le public à des sources, à des matériaux, et on va essayer de les contextualiser dans une cartographie. C'est plus une arborescence, finalement, qu'une encyclopédie. Mais à charge, justement, pour nos partenaires éventuels, de venir en écho à cette arborescence en l'orchestrant ou en les orchestrant à leur manière et selon leur propre politique documentaire ou selon leur propre politique de public. Pour nous, ça a été important de pouvoir à la fois mettre à disposition les inédits quand nous les avions, mais également les manuscrits autographes, mais également les pré-originales en revue, mais également les éditions de référence, etc. Donc vraiment de pouvoir permettre au public de croiser et d'avoir une profondeur dans ce que nous pouvions mettre en ligne. Évidemment, sur beaucoup d'écrivains, sur beaucoup d'auteurs, il y a encore beaucoup à faire. Donc nous mettons en ligne ce que nous pouvons, ce que nous avons sous la main, à charge pour nous, bien sûr, au fil du temps, d'accroître cette offre et notamment de resserrer les liens entre les différentes plateformes numériques. Rémi Cordonnier évoquait la plateforme de Saint-Omer, il y en a de très nombreuses en France. Il y a entre nos deux bibliothèques numériques une interopérabilité qui permet certains liens et donc qui permet de fédérer certaines ressources, quel que soit l'endroit où ces ressources sont conservées ou diffusées. Pour la BNF, c'est très important de pouvoir vraiment constituer une collection nationale, non pas pour siphonner ou pour vampiriser les ressources en région, mais aussi pour leur donner une visibilité internationale et pour donner aussi une visibilité cohérente quand on cherche vraiment un auteur avec la qualité d'accès que Gallica a sur Internet. Quand on cherche un auteur, c'est quand même plutôt sur Gallica qu'on tombe en premier lieu, et ça peut être important que Gallica puisse relayer ensuite, à travers lui, les ressources qui se trouvent à l'extérieur. Bien sûr, il ne s'agit pas de reporter un dossier sur l'autre, c'est-à-dire que chaque dossier d'écrivain est un projet en soi. Un dossier comme Flaubert, avec la qualité de la connaissance que nous avons, et puis aussi quelque part une œuvre relativement restreinte par rapport à d'autres œuvres littéraires, c'était relativement facile de travailler avec Yvan Leclerc là-dessus. Il y a une certaine intégralité, on va dire, dans ce dossier d'écrivain. On ne peut pas imaginer de faire la même chose sur un autre écrivain. On n'a pas autant de manuscrits préparatoires, on n'a pas autant de notes préparatoires sur un autre écrivain. Donc on va surtout partir de l'existant, et en particulier de l'existant numérisé. Quitte ensuite, au fil de l'eau, là encore, à faire évoluer ces dossiers à mesure que des ressources numériques nouvelles viennent enrichir ce qui déjà est constitué. Bien entendu, il y avait également la possibilité de mettre ces ressources en regard avec les publications scientifiques sur les auteurs, donc des ressources contemporaines, et notamment de mettre en regard ce qui était, abordé dans le cadre d'articles critiques ou d'articles scientifiques avec les matériaux originaux. Bien sûr aussi, et ça c'est Flaubert qui nous a fait penser, la possibilité aussi d'avoir un regard sur l'adaptation de l'œuvre ensuite, une adaptation théâtrale, adaptation musicale, adaptation cinématographique dans la mesure du possible,
Mais il se trouve que via les critiques littéraires, notamment les critiques dans la presse, il était possible, même si nous n'avons pas les possibilités techniques ou même légales d'accéder à des ressources cinématographiques ou filmiques, il était possible d'accéder à des critiques de sortie de films. Notamment, je pense à des critiques de Max Avalelli ou de André Castello dans des périodes un petit peu troubles de l'occupation, où en fait on a de très très bonnes critiques, ou en tout cas on peut voir la manière dont ces œuvres sont reçues à l'époque à travers d'autres médias. Ça peut être intéressant, d'autant qu'à la BNF, nous concevons également dans une de nos annexes, la Bibliothèque Musée de l'Opéra, des éléments de décor, des éléments de costumes, et c'est vrai que pour Salammbô, par exemple, de Flaubert, c'était intéressant de pouvoir mettre en regard le manuscrit de Salammbô et tout ce qui a été fait en matière de costumes et d'interprétation des décors par rapport à cette œuvre. Bien entendu, pour nous aussi, ça a été l'occasion de fédérer un réseau qui n'est pas un réseau parallèle à notre réseau classique de partenariat de la BNF, puisque tout étant tout, on se retrouve à peu près partout. Chaque bibliothèque, chaque collectivité conserve, que ce soit sur le premier cercle des écrivains classiques ou le second cercle ou le troisième cercle, conserve des matériaux qu'il convient de mettre en valeur et de les mettre en valeur sur un plan, on va dire, concerté, sur un plan lisible de la part à la fois des publics et de nos tutelles. C'est un petit peu l'objectif de nos pôles associés régionaux. Le pôle associé régional, qu'est-ce que c'est? Donc il y a un pôle associé par région. On va enfin vivre la fondation du pôle associé Centre Val-de-Loire dans quelques semaines. Je salue aussi Michel Prévost, je ne sais pas si elle est restée parmi nous, conseillère livre et lecture de la région Centre, qui était là ce matin. Donc c'était le dernier plion de régional en France donc à se constituer pôle associé. L'objectif, c'est vraiment de créer des dynamiques autour d'éléments qui font sens pour l'ensemble des collègues, pour l'ensemble des partenaires de la BNF, et en particulier autour des patrimoines littéraires. Il se trouve que, suite aux fusions régionales, au-delà de l'histoire locale, il a paru plus pertinent parfois d'identifier les patrimoines littéraires plutôt que des patrimoines issus de l'histoire locale. Ça parlait plus à chacun d'apporter son auteur de référence ou la manière dont il était territorialisé à travers les collections qui étaient conservées en région. Voilà un exemple de structuration. Alors je salue aussi M. Karadec, puisque c'est un clin d'œil qu'on s'était fait quand on s'était croisé il y a quelques semaines. Voilà un travail de structuration des fonds d'un écrivain, ici Charles Péguy. Vous voyez, donc c'est un essai qui n'est pas encore en ligne, mais c'est un essai que je vous expose, où on a essayé vraiment de savoir comment une œuvre, en équilibrant en quelque sorte les nombres de réponses, rubrique par rubrique, comment une œuvre pouvait s'équilibrer dans Gallica. Bien entendu, si dans 10 ans, nous obtenons d'autres matériaux, je pense en particulier au matériau autographe qui est conservé dans le cadre de la collectivité, enfin de la métropole d'Orléans, ce sera autre chose. On rebasculera complètement la manière dont ce dossier est organisé. Voilà une capture d'écran du dossier Flaubert, mais c'est un exemple. Hein. Vraiment, je voulais simplement vous l'exposer tel qu'il se présente aujourd'hui, avec donc une articulation qui a été validée et même demandée par Yvon Leclerc, un spécialiste rouennais de Flaubert, où donc là on voit en fonction de l'importance du matériau d'origine, comment se fait l'équilibre. On n'a pas cherché absolument à mettre en valeur tous les textes de Flaubert. Quand il y avait des regroupements à faire, on l'a fait. En revanche, quand il y avait des répartitions un peu plus fines à faire, nous l'avons fait également. Bien sûr, il ne s'agit pas de plan de classement. Ça veut dire que sur un dossier, par exemple, je vois sur le dossier carnet de voyage de Flaubert, bien entendu, on ne s'est pas interdit de remettre les éléments autour de Salammbô. Ce n'est pas une affaire de classement. Vraiment, des documents peuvent se retrouver dans 2, 3, 4 endroits différents en fonction de la porosité, de l'intérêt qu'ils peuvent avoir les uns par rapport aux autres. Encore un exemple tiré de Flaubert, c'est l'articulation qu'il y a sur justement Salammbô, où on voit donc une généalogie qui est presque scientifique entre les plans et scénarios, les brouillons d'un chapitre supprimé, puis ensuite les manuscrits autographes définitifs, et puis on a également le manuscrit du copiste pour envoi à l'imprimeur, puis ensuite édition de référence, etc. Un autre élément du dossier Flaubert consacré à Salammbô, avec, quand ce n'était pas possible, le lien qui reporte vers d'autres structures documentaires qui concernent quelques pièces que nous ne possédons pas, voire quelques pièces qui ne sont pas encore numérisées. Donc là, on a vraiment une certaine finesse bibliographique. Là encore, ça dépend des besoins qu'on peut avoir par rapport à une communauté.
Est-ce que la communauté qui est à l'origine du partenariat est une communauté plutôt à dominante scientifique? Est-ce qu'elle est plutôt à dominante grand public? Est-ce qu'on a un peu de AC derrière? Voilà. Donc tout est vraiment en fonction des besoins. On va vraiment s'adapter en fonction des besoins. Ici, Yvan Leclerc avait vraiment besoin de quelque chose qui puisse porter et mieux diffuser son propre travail universitaire. Autre exemple, Giono, c'est une page qui avait été créée justement au moment de la commémoration du cinquantenaire du décès de Giono, et en particulier dans le cadre du label porté par la région Sud, Une année, un auteur, parce qu'avant Camus, c'était Giono, où là, l'intérêt, puisque Giono est encore sous droit et qu'il n'y a pas de négociation sur une cession de droit de manuscrit, à part Anne Beaumune et Colline, que la BNF a l'autorisation de numériser grâce à l'accord de l'héritière. L'intérêt et le jeu, en quelque sorte, ça a été de repérer les prix originales de Giono dans la presse de l'entre-deux-guerres que nous avions par ailleurs dans le Gallica. Et on peut constater sur cette page qu'on a effectivement beaucoup de ressources, y compris sur des titres relativement courants, comme l'intégrale de Reguin. Alors après, aux spécialistes de comparer entre cette pré originale et l'édition définitive pour voir s'il y a des passages qui ont été supprimés, rajoutés, des paragraphes réécrits, etc. Un autre exemple plus ancien, Eugène Fromentin, au sujet duquel nous sommes en train d'intégrer les manuscrits, puisque ce sont des manuscrits qui ont été numérisés, acquis d'abord et numérisés par la métadèque de La Rochelle. Et La Rochelle a souhaité rejoindre Gallica pour toutes ses ressources numériques. Donc on a souhaité également accompagner cette intégration des ressources de La Rochelle, pas seulement sur les manuscrits littéraires, mais également sur la presse locale. On a souhaité accompagner cette intégration par la création d'un dossier d'écrivain sur Fromentin, qui est en quelque sorte l'écrivain rochellois par excellence. Il y a une de ces statues, enfin en tout cas une statue qui trône au centre de La Rochelle. Donc là, l'intérêt, ça a été, puisque Fromentin est à la fois identifié comme écrivain et comme artiste, comme dessinateur, comme peintre, de l'identifier à travers à la fois la critique littéraire et la critique artistique. On a à la fois Alexandre Dumas et Sainte-Beuve. On a à la fois la Gazette des Beaux-Arts et la Revue des Deux Mondes. Un autre intérêt d'un dossier d'écrivain, c'était éventuellement de travailler sur la réception de l'œuvre dans la presse, puisque nous avons énormément de presse, pas seulement quotidienne ou hebdomadaire, mais également des revues spécialisées. Et en fonction des moteurs de recherche de Gallica, notamment la capacité d'identifier sur un calendrier précis, en fonction de la date de commémoration ou de la date de sortie d'une pièce de théâtre, ou de la date de sortie d'un ouvrage, de pouvoir donc faire un carottage de Gallica et d'analyser en profondeur ce que la presse de l'époque avait pu relayer d'une œuvre ou relayer d'une commémoration. Ici, j'ai fait un essai sur les célébrations autour du centenaire de Fromentin en 1920 à La Rochelle, et de fait, on rencontre des éléments assez intéressants, et pas uniquement des comptes rendus de cérémonies, mais également des articles de fond, comme Albert Thibaudet ou André Belsorg, qui sont connus par ailleurs pour être des critiques tout à fait en vue à l'époque. Donc, c'est des critiques de contemporains, et là, en l'occurrence, Fromentin est mort depuis belle lurette. Un autre exemple, à tout seigneur, tout honneur, Bosco, où la négociation et l'obtention de la cession de droit de diffusion sur Internet des cahiers Henri Bosco depuis l'origine nous a permis de créer carrément un dépouillement, de générer un dépouillement de la revue et donc de permettre de publier l'ensemble des sommaires de ces carnets et ensuite de créer des liens hypertextes à chaque référence de façon à permettre non seulement au public de prendre connaissance des bulletins, mais également de pointer directement sur l'article qui les intéresse. Et quand c'était possible, puisque Bosco a également écrit dans des revues que nous avons par ailleurs dans Gallica, quand c'était possible, cette bibliographie a été enrichie de pré-originales ou d'articles de Bosco, et bien sûr ces liens ont également été créés. Donc ça nous fait quelque part quand même un accès intéressant sur certaines œuvres dans la mesure où on a pu identifier ces matériaux en amont. Et bien sûr dans la mesure où ces matériaux existent déjà dans Gallica. Ce qui donne sur un roman d'Henri Bosco, le Mastéotime, l'un des plus célèbres de Bosco, une possibilité pour le public de Gallica d'accéder à un travail universitaire ou un travail d'expert sur l'œuvre, de bénéficier vraiment d'une œuvre relativement importante. Je ne dis pas que tout est dans Gallica concernant Bosco, mais c'est vrai qu'à mesure qu'on avance sur la numérisation de revues spécialisées, notamment récemment les nouvelles littéraires ont été numérisées dans Gallica, donc on a les entretiens de Frédéric Lefebvre par exemple, on a les reportages qui sont faits dans les maisons où les écrivains habitent, on a bien sûr tout ce qui est droit de réponse des écrivains, on a la réception des romans quand ils sortent, on a donc un matériau extrêmement conséquent, ce qui nous permet vraiment d'avoir une précision
dans roman par roman, j'allais dire, si tant est que ce soit l'intérêt de la communauté qui souhaite être en partenariat avec nous, bien entendu, roman par roman, il y a une possibilité vraiment de créer et de générer des accès tout à fait précis, tout à fait fins. Alors, à côté des dossiers d'écrivains, je vous ai montré tout à l'heure un accès qui s'appelle les essentiels de la littérature. Il faut savoir que ça existe, et c'est même relativement intéressant, puisque là, on a vraiment une sorte de Lagarde et Bichard, revue et corrigée par Gallica, avec donc un classement de tous les auteurs qui passent régulièrement dans les concours, dans les annales de bac et autres. Et donc, c'est tout simplement, là, c'est beaucoup plus simple, hein, c'est beaucoup plus sommaire, tout simplement les œuvres de référence en rapport avec cet écrivain. On a une capture d'écran, notamment concernant Fromentin. Vous voyez que c'est quand même relativement rapide. Fromentin, on a vraiment le strict minimum. Bon, voilà, quelqu'un qui est pressé, il a ce qui est le plus important à lire sur Fromentin. Autre service de Gallica, donc je citais le dossier d'écrivain, je citais les essentiels de la littérature. Il y a également, si vous faites la requête dans Gallica sur un mot-clé comme Flaubert ou Salammbô, et vous avez une espèce de vignette, Gallica vous conseille, où vous avez quelquefois des choses pertinentes qui vous reviennent, pour peu que le moteur de recherche ait identifié des choses qui étaient en rapport avec ce que vous cherchiez. Et là, en l'occurrence, si je tape Madame Bovary, il m'arrive ce qu'on pourrait éventuellement, enfin le moteur de recherche se débrouille comme il peut, ce qu'on pourrait identifier comme l'œuvre, parce qu'on a plusieurs éditions de Madame Bovary, on a plusieurs références de Madame Bovary qui peuvent flouter, qui peuvent faire du bruit par rapport aux réponses qui nous intéressent, donc ils peuvent faire remonter à la surface des éléments plus importants. Sachez que ce service Gallica vous conseille n'est pas un service automatique à 100%, et que par conséquent, là encore, si vous le souhaitez, si vous y voyez sujet à objection, ce sont des choses qu'on peut remettre à place. C'est-à-dire qu'on peut verrouiller le moteur de recherche de manière à ce que des éléments que vous allez identifier comme plus importants que ce que vous voyez actuellement dans Gallica puissent remonter. Actuellement, la liste concernant les écrivains et en général la littérature, vous voyez, elle est assez importante. Elle peut bien sûr être encore enrichie. J'en ai surligné quelques-uns, Flaubert, Giraudoux, il y a aussi des œuvres, le Horla, le Rouge et le Noir. En fait, des choses vraiment qui correspondent à des fréquences de consultation dans Gallica. Au-delà d'un certain seuil de fréquence, on dit voilà, cette personne-là veut avoir des résultats et ne les trouve pas forcément au premier clic, donc on va leur offrir un service qui va accélérer l'accès aux résultats sur des œuvres importantes. Donc voilà, sachez que sur cette liste, on pourra bien sûr y revenir de manière beaucoup plus personnalisée tout à l'heure ou demain, mais sachez que sur cette liste, les suggestions qui sont faites par des bibliothécaires parisiens, qui ne sont pas forcément spécialistes de l'auteur en question, qui ont identifié les éditions de par leur capacité, leur connaissance de la bibliographie, mais voilà, s'il y a des choses à corriger, sachez que c'est possible. Alors, les actions de la coopération de la BNF en matière de patrimoine littéraire aujourd'hui. Parce que, bien sûr, les moyens évoluent. Il y a 10 ans, à Noirlac, en 2013, par exemple, j'étais extrêmement porté sur, on va dire, un aspect commercial des choses, c'est-à-dire numérisons, pendant qu'il est encore temps, prenons tout ce qui passe. Nos capacités de numérisation ont extrêmement baissé actuellement. Nous sommes plutôt à la recherche de documents déjà numérisés à droite à gauche, qui dorment sur les serveurs ou sur les disques durs, et on cherche plutôt des solutions à les valoriser. Mais notre capacité a été réduite nous sommes sur un quart de notre capacité d'il y a 10 ans, voilà, en termes de volume. Sachez-le, ça ne veut pas dire qu'on va voter en touche vos propositions de partenariat, en termes notamment de bulletins de société d'auteurs. Notre programmation est extrêmement laborieuse. Nous avons un marché qui est reparti cet été, après 18 mois d'interruption intempestive d'ailleurs. Et la première année de ce marché, donc entre 2021 et 2022, servira à éponger les partenariats non honorés au marché précédent. Donc on a une liste d'attente qui commence maintenant à s'accroître. Votre avantage, c'est que vous constituez, même si votre fondation, si votre publication est relativement ancienne, vous constituez quand même des volumes relativement modestes. Il est donc un peu plus facile de faire passer un petit lot que des projets ambitieux comme un honneur départemental, par exemple. Nous avons également dû nous ramasser en matière de corpus, c'est-à-dire que pour plus de lisibilité, pour donner des résultats en termes d'avancement de dossier, on s'est ramassé sur la période qui court entre le romantisme et les auteurs contemporains, mettons, morts depuis une vingtaine d'années. Le temps que le purgatoire puisse épurer un peu le matériau, on va dire. Hein. Donc grossièrement 1850-1970. Alors on essaie vraiment de se limiter
à cette période-là. Et puis, bien entendu, et ça, Rémi Cordonnier l'évoquait rapidement tout à l'heure, et ça a été l'occasion pour nous d'une petite œillade, il est très important, il est même primordial, il est inconcevable d'envisager une numérisation sans le signalement des matériaux à numériser. Et pour les manuscrits littéraires, c'est encore plus important, puisque là, nous traitons d'originaux, d'unicats, et d'éléments qui sont éventuellement en main privée. Bien entendu, ça n'exclut pas la poursuite des publications de ce télémis d'auteur, mais vraiment, il est important pour nous de pouvoir cartographier ce matériau, de pouvoir le cartographier en dehors des collectivités, c'est-à-dire vraiment de commencer à réfléchir, à savoir où se trouvent d'éventuels manuscrits qui dorment dans des associations ou chez des héritiers, de manière à pouvoir, avec leur accord bien entendu, et s'ils le souhaitent, valoriser ce matériau, soit sous forme d'extrait, ça a été le cas de Giono, puisque Giono, donc nous n'avons que 2 manuscrits Giono de toute l'œuvre de Giono en ligne, donc de donner à voir une œuvre en mettant un petit peu le trésor, la fraise sur le gâteau, ou la cerise plutôt. Vraiment, il y a quelque chose qui donne à voir vraiment dans Gallica. Ça peut être une opportunité. Au niveau de cette réflexion, voici donc les corpus, les écrivains sur lesquels nous sommes ou nous allons travailler. Il s'agit donc, en fonction des pôles associés régionaux de la BNF, d'identifier, pour l'instant ce sont des auteurs qui sont tous en collection publique, identifier des manuscrits ou des éléments d'une œuvre littéraire qui sont apportés plus particulièrement dans Gallica. Il s'agit à chaque fois ici de collections de collectivités extérieures. Il ne s'agit pas de collections BNF, hein, ce sont des collections extérieures. Donc la Marguerite Desbordes-Valmore au nord, qui sera un projet. Donc ça a été officiellement évoqué dans la commission patrimoine Hauts-de-France cette année. Donc Douai devrait nous confier une partie de ces matériaux. Flaubert, c'est déjà fait, je ne reviens pas dessus. André d'Hôtel, qui est en cours de versement au département des Ardennes, et donc qui fera l'objet, suite à un signalement, suite à un catalogage vraiment précis des matériaux, qui fera l'objet d'une numérisation aux soins de la BNF et mise en ligne dans Gallica. Victor Ségalen à Brest, suite au lancement de la marque blanche iroise, donc de cette bibliothèque municipale. Les manuscrits de Jules Verne à Nantes, qui ont déjà été numérisés depuis longtemps, mais Nantes a souhaité passer par Gallica pour diffuser ses ressources numériques, et donc nous sommes en train de les recataloguer, enfin, ils sont en train de les recataloguer, pas nous, et ensuite donc, nous les intégrerons dans Gallica. Yves Bonnefoy, c'est une idée, à Tours, c'est une idée. Là encore, je pense qu'on va plutôt se tourner vers le donner à voir, voyez, on va sortir quelque chose de ponctuel, on va essayer de convaincre l'héritière qui est à l'étranger, semble-t-il, et puis on vraiment choisira quelque chose de très symbolique, mais voilà, c'est un trésor national aussi. Henri Vincenot, qui a fait sa donation à Dijon, et m'a-t-on dit, l'héritière est tout à fait ouverte au principe d'une valorisation numérique. Eugène Fromentin à La Rochelle, je ne reviens pas dessus. Francis Jam, un contact que j'ai eu grâce à la fédération, notamment dans le cadre du Salon de la Revue à Paris. Cabanis à Toulouse, hein, donc, beaucoup d'œuvres de Cabanis se trouvent à la BN de Toulouse, on y pense très sérieusement. Également, c'est presque dans les tuyaux. Léo Mallet à Montpellier, qui se trouve dans Gallica maintenant depuis quelques semaines. Et enfin, Henri Bosco, via la DEC universitaire de Nice. Je salue, je ne sais plus où tu es passé, notre ancien collègue de Nice, voilà. Grâce à qui ce travail a pu aboutir. Alors, quelles sont les perspectives que nous avons aujourd'hui entre nous? Sachons, peut-être que David, vous l'évoquerez peut-être un moment dans la journée ou dans l'événement, nous sommes en train de conclure une convention de pôle documentaire sur 5 ans entre la BNF et la Fédération nationale. Et outre cet échange d'informations que nous souhaitons plus régulier, notamment cette manière de s'informer mutuellement de nos projets et de nos contraintes éventuellement, en tout cas de notre côté, il y a vraiment un travail de repérage, de cartographie du matériau littéraire dont nous avons besoin. Ça, c'est un premier point, très important. Mais également, à partir de la diversité, de la complexité des matériaux imprimés, que j'ai montré tout à l'heure, notamment à travers la presse et les revues, je souhaiterais lancer un appel aux spécialistes, auteur par auteur, qui sont en mesure, comme on l'a fait pour Camus,
qui sont en mesure d'identifier dans la presse les prix originales, les critiques, les tribunes, les réceptions, enfin tout ce qui pourrait servir à faire remonter la partie inconnue, ou en tout cas très peu connue du public, d'un écrivain, et qui dort tranquillement dans Gallica depuis 5, 10, voire 20 ans. Et qui, même de notre part, est tout à fait inconnu. Pour reprendre l'exemple d'Albert Camus, donc j'ai été approché par l'Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre d'une année à un auteur, et puis Alexandre Alej-Begovic, notre ami camusien et bosquien à Lourmarin, et qui a souhaité donc que Gallica accompagne une exposition qui aura lieu dans quelques semaines à Nice autour d'Albert Camus. Ma première réaction, c'était de dire, mais attends, c'est impossible. En plus, Camus, c'est quand même très surveillé, il n'y a aucune chance qu'on puisse trouver quelque chose. Et de fait, donc je suis descendu en salle de lecture à la BNF, où les Pléiades sont en libre accès, et j'ai consulté le volume qui concernait la bibliographie de Camus, et j'ai effectivement photographié les pages, je suis remonté dans mon bureau, j'ai commencé à travailler dans Gallica, et j'ai trouvé 300 références. Camus est un éditorialiste et un critique littéraire très assidu. Il a travaillé à la fois dans Alger républicain et dans Combat, puisqu'il était rédacteur en chef de Combat, me semble-t-il. Et donc c'est tout un matériau qu'on a pu faire remonter. Et puis, en tant que dramaturge, et là-dessus Alexandre Alej-Begovic m'a conseillé, m'a utilement conseillé, il a souhaité également qu'on puisse, en fonction bien sûr des sorties en salle parisienne des différentes pièces de Camus, sortir les critiques littéraires ou éventuellement les interprétations qu'il pouvait y avoir par rapport à son œuvre. Et donc on a constitué un dossier. Donc vous voyez, sans l'apport des spécialistes, ou sans l'existence déjà d'éditions de référence avec des bibliographies complètes ou assez exhaustives, on va dire, sur un auteur, nous ne pouvons pas avancer, même si le matériau est là devant nous. Donc cet appel que je lance, outre bien sûr cette cartographie des manuscrits et des sources que nous souhaitons mettre en valeur, si nous le souhaitons, bien sûr, ce serait vraiment de pouvoir, auteur par auteur, constituer des chemins d'accès à des références qui sont par ailleurs déjà disponibles en ligne, mais parfaitement ignorées. Voilà un exemple de ce qu'on peut trouver sur Angèle Fromentin. Alors bien sûr, en plus, Fromentin, quand on met Dominique à côté dans Gallica, vous imaginez le nombre de réponses qu'il peut y avoir, le mot Dominique, le mot Sahel, le mot Sahara, qui sont des mots-clés pour le de Fromentin. On a des outils, des moteurs de recherche qui permettent de contextualiser un mot par rapport à un autre. Sachez que ça existe en recherche avancée. On peut choisir de taper 2 mots et de choisir le nombre de caractères, le nombre de mots qui sont entre les deux. Donc si on tape Fromentin et Dominique en laissant 6 mots d'écart, on a de fortes chances pour que le mot Dominique ait un rapport avec le mot Fromentin. Voilà, c'est mieux que rien. Et ça permet quand même d'identifier pas mal de choses intéressantes. Bon, je ne reviens pas sur les sources qui sont disponibles dans Gallica. Voilà, ça c'est une pré-originale de Bosco sur une vieille estampe dans les nouvelles littéraires. Dès que j'ai su que les nouvelles littéraires étaient en ligne sur Gallica, c'est en septembre ou en août, je ne sais plus, je suis tombé dessus et j'ai cherché vraiment tout ce que je pouvais trouver. Et c'est grâce à la bibliographie de Sandra Beckett que j'ai pu identifier ça. Sinon, j'y serais encore, bien entendu. Alors, il y a plus subtil encore. Là, c'est un article de Victor Hugo qui signe l'auteur de Andisland. Bon, là, vraiment, ça devient un petit peu compliqué. Mais voilà, j'imagine que certains bibliographes extrêmement méthodiques, ça ne leur a pas échappé, surtout depuis le temps que Victor Hugo existe. Je pense qu'il y en a qui se sont penchés sur le sujet. Et par conséquent, il n'est pas impossible aussi de retomber sur ce genre de référence. En tout cas, avec les outils dont nous disposons aujourd'hui, c'est quasi impossible de tomber dessus par hasard. Donc aujourd'hui, vraiment, de pouvoir, à la fois dans le cadre de cette convention que nous souhaitons signer, on va dire cet hiver, enfin, je ne sais pas si d'ici la fin de l'année on y arrivera, mais cet hiver en tout cas, voilà, croisons les doigts. C'est une information en plus que je vous ai envoyée, c'était avant-hier seulement, c'est ça, donc il a fallu, voilà, il a fallu lancer les parapheurs à plusieurs reprises. Donc dans ce cadre-là, vraiment de pouvoir régulièrement revenir vers vous, de pouvoir régulièrement vous écouter, pour convenir ensemble de la manière dont on peut procéder pour permettre à ces sources, à cette documentation importante, d'avoir vraiment son public et en même temps de vous permettre de vous adosser à ces ressources-là pour vos propres travaux ou pour vos propres publications ou pour vos propres expositions, bien entendu. Alors bien entendu, là, j'ai l'impression vraiment d'ouvrir une porte ou d'ouvrir le puits des Danaïdes. Bien entendu, il conviendra, je pense que c'est dans le cadre de nos échanges officiels, il conviendra de constituer des corpus et des priorités, bien entendu. On ne va pas pouvoir aborder tout de front.
Sachez que nos filières de numérisation dites précieuses sont quand même relativement limitées, c'est donc des manipulations relativement délicates. Nous n'en faisons pas autant que des publications de sociétés savantes. Donc si on a le corpus 500, ce que nous sommes en train de numériser aujourd'hui, assez laborieusement d'ailleurs, mais qui est trop important pour nos frêles épaules, on va y mettre quelques mois. Sachez que voilà, on va plutôt privilégier du ponctuel, un ensemble de manuscrits, une dizaine de manuscrits, une vingtaine de manuscrits, mais ne cherchons pas forcément à prendre toutes les correspondances ou toutes les notes. Il faudra vraiment qu'on puisse là avoir un échange en fonction des besoins que vous identifiez. Si vous avez un universitaire, si vous avez une médiation particulière avec le grand public, ça va changer les choses. Inutile peut-être de tout embarquer si on s'adresse à un public jeunesse. En revanche, si nous avons vraiment une université ou une unité de recherche ou un professeur qui a des besoins précis, on va plutôt s'orienter en fonction de ses besoins. Donc établir un périmètre de priorité. Est-ce qu'on privilégie une égalité d'une région à l'autre, ou au contraire, est-ce qu'on va prendre d'abord ceux qui sont prêts? Vous voyez, il y a tout un choix qu'il faut pouvoir mesurer, et on le mesurera bien sûr ensemble. Ce n'est pas la valette de décider. Quelques médiations réutilisables. Bien sûr, les pages que j'ai présentées à l'instant, Flaubert, Bosco, Giono, Camus, sont réutilisables. Soit vous reprenez en l'état l'URL et vous la greffez sur votre propre site, c'est facile. Soit on vous fournit les listes d'URL ou les listes de requêtes fédérées et vous les exploitez vous-même, et donc il y a une sorte de monopole de diffusion chez vous. C'est un service qu'on peut tout à fait assumer. Donc là, j'ai pris l'exemple, bien sûr, d'Henri Pourrat, avec lequel on a par ailleurs des connexions avec la médiathèque de Clermont Métropole, ou encore Umazur, bien entendu, puisque les manuscrits de Bosco ne sont pas dans Gallica, mais ils ont été numérisés et mis en ligne dans le cadre de la BU de Nice, Côte d'Azur, pardon. Et donc c'est vrai que l'interopérabilité s'imposera dès que possible entre nous, de manière à ce que les bulletins des amis de Bosco et les manuscrits de Bosco puissent enfin retrouver une ergonomie, en tout cas un environnement de consultation relativement homogène. Je termine sur Camus, puisque c'est vraiment l'exemple le plus actuel et en même temps le plus pertinent. Là encore, donc, il s'agit d'une commande, mais une commande tout à fait différente de celle de Bosco, puisque là nous sommes sur le grand public, et puis nous sommes bien sûr sur du périmètre d'œuvre, puisqu'il ne s'agit pas de taper dans l'œuvre de Camus qui est sous droit, et pour lequel aucune négociation n'est en cours. Donc on a vraiment tapé sur autre chose. L'important pour ceux qui vont passer commande, c'est de pouvoir créer des capsules qui soient réutilisables à la fois dans des petites bibliothèques dans les territoires, donc des bibliothèques qui n'ont pas forcément de fonds d'études ou de public scientifique, mais donc des petites bibliothèques qui vont donc valoriser plutôt quelque chose de ponctuel, quelque chose de relativement facile à s'approprier. Et puis aussi, ces capsules seront utilisables, alors je ne sais pas encore exactement comment, dans des TER locaux. Donc il y a un accord qui est passé avec les trains régionaux en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc il est possible d'accéder aux capsules Gallica à partir de ce service-là. Voilà. Et puis bien sûr, Gallica renvoie, donc c'est le « et ailleurs » qui est en bas à droite, renvoie vers les pages consacrées à cet événement sur le site de notre partenaire, en l'occurrence la page de la région Sud. Voilà quelques exemples de cette page Camus, donc capture d'écran, que j'ai. Je ne reviens pas dessus, je l'ai évoqué tout à l'heure. Voilà, je vous remercie. Merci. Plein écran, pas mal de lecture. Merci beaucoup à Arnaud pour cette très passionnante présentation et qui ouvre. Il n'y a pas de son. Là, d'un point de vue technique, est-ce que je fais appel à la On vous entend, régie technicien.